Bom, eu sempre fico muito feliz de ter o nosso queridíssimo amigo Frederic Gros. Já é a quinta vez que ele participa desses ciclos das mutações. E o Gros, ele é atualmente professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris. A mais conhecida é a famosa Sciences Po, não é? E o Gros tem uma produção incrível. 2 livros já publicados no Brasil. Um que é Caminhar, uma Filosofia. Belíssimo livro, que eu recomendo a vocês. E o outro é Estados de Violência, Ensaio sobre o Fim da Guerra. Além do mais, o Gros publica esse ano em Paris um livro chamado Desobedecer, um romance chamado A Política do Diabo, e, por fim, quer dizer, 2 tomos de uma obra que o consome há alguns anos, que é estabelecer as obras do Foucault que saem pela Pleiade. Não é um trabalho fácil, e a gente não imagina quando ele encontra tempo para fazer tanta coisa, não é? De qualquer maneira, vocês já o conhecem, um brilhante conferencista, e a gente só tem a agradecer imensamente mais uma vez a presença. Muito obrigado, Frederic. Merci Adauto. Alors, je ne sais pas où je trouve le temps de travailler, mais où je trouve l'énergie, je sais, c'est ici, au Brésil, en travaillant avec Adauto. Alors, je commencerai en disant qu'il peut sembler étrange quand même, dans le cadre d'un cycle qui est quand même consacré à la violence, aux passions violentes, il peut paraître étrange de faire une conférence dont le titre est l'éthique de l'obéissance. L'éthique de l'obéissance. Alors, je m'excuse par avance de ce décalage et j'allais presque dire de cette contradiction avec le thème général. Et c'est vrai que, je ne sais pas si... vous entendez bien, oui? Non? Oui, ça s'est arrêté. Oui. Là, c'est bien? Oui. Donc, décalage et peut-être même contradiction, puisque j'aurais presque pu intituler cette conférence « Les racines non passionnelles de la violence ». Je me suis aperçu à la fin que peut-être il est quand même question de passion dans ce que je vais vous présenter. Alors, nous sommes actuellement en pleine période de commémoration de la Première Guerre mondiale, et je vais donc faire 2 citations qui font référence à cet événement. La première, c'est un ouvrage déjà ancien d'un psychologue américain qui s'appelle John Paul Scott. Ça s'appelait L'agression. Et il écrit, au début de la Première Guerre mondiale, un archiduc autrichien est assassiné à Sarajevo. Quelques jours plus tard, des soldats avancent des 4 coins de l'Europe vers le front, non parce qu'ils réagissent au sort tragique de l'archiduc, mais parce qu'ils ont été entraînés à obéir. Première citation, donc. La deuxième, c'est un témoignage, cette fois qui est un témoignage beaucoup plus direct. Ce n'est pas un psychologue qui parle de la Première Guerre mondiale, mais c'est un soldat français qui s'appelait Louis Méret, qui est tombé sous les balles des Allemands en avril 1617. Et c'est une lettre qu'on a retrouvée. Et il écrit « Savent-ils pourquoi ils se battent? Pour l'Alsace-Lorraine, qui croit encore que l'Europe est en feu pour ce lopin de terre? Pour la patrie, ils ne la connaissent point. Prenez 100 hommes du peuple,
parlez-leur de la patrie, la moitié vous rira au nez de stupeur et d'incompréhension. Alors, pourquoi se bat-on ? Le soldat de 1916 ne se bat ni pour l'Alsace, ni pour ruiner l'Allemagne, ni pour la patrie. Il se bat par honnêteté, par habitude et par force. Il se bat parce qu'il ne peut pas faire autrement. Autrement, il se bat ensuite parce que, après les premiers enthousiasmes, après le découragement du premier hiver, est venue la résignation. Alors, vous voyez ici se mettre en place l'idée que les grandes violences guerrières se nourrissent peut-être autant sinon plus, c'est une question, mais en tout cas elles se nourrissent autant de dispositions passives comme la docilité ou l'habitude que d'énergie furieuse et destructrice. Je pense qu'on peut rappeler aussi ces comptabilités macabres qui ont pu être dressées pour le XXe siècle. Le XXe siècle qui a été le siècle des deux grandes guerres mondiales, eh bien, les historiens ont pu démontrer que pour le XXe siècle, les morts violentes provoquées par la guerre sont en fait beaucoup moins nombreuses au XXe siècle que les morts perpétrées par les États eux-mêmes contre leur propre population. C'est-à-dire que les violences policières légitimées par des décisions politiques, des actes administratifs, ont été beaucoup plus meurtrières au XXe siècle que la folie des guerres. Voilà. Et le problème que je voudrais poser ce soir, c'est de savoir s'il est possible de retrouver à la racine des grandes violences totalitaires quelque chose comme de l'obéissance. Quelle obéissance ? Qu'est-ce que ça signifie de parler d'obéissance comme racine de la violence? C'est la question que je voudrais poser aujourd'hui. Alors, avant d'articuler directement ce problème de la violence sur le problème de l'obéissance, je vais commencer quand même par des considérations générales sur ce que la philosophie, mais aussi la sociologie, la psychologie ou même la psychanalyse ont pu dire des passions violentes. Et je crois aujourd'hui qu'on peut faire une distinction, si vous voulez, si on lit l'ensemble de ces ouvrages, on peut faire une distinction entre ce que j'appellerais la violence instrumentale et la violence intransitive. Bon. Qu'est-ce que j'appelle la violence instrumentale ? C'est une violence qui s'exerce pour produire un effet, mais qui est extérieur à la violence. C'est une violence qui ne contient pas en elle-même son principe de justification. C'est-à-dire, on se sert de la violence pour obtenir quelque chose. Bon. L'exemple peut-être le plus fameux, le plus récurrent, tous les livres sur la violence reprennent ces textes, ce sont les textes de Hobbes. En pensée politique, j'allais dire que c'est vraiment, la référence majeure pour penser la violence. Et Hobbes considère que le rapport premier, le rapport immédiat, le rapport naturel, avec beaucoup de guillemets, mais enfin le rapport premier des hommes, c'est ce qu'il appelle la guerre de tous contre tous. Vous avez cette idée chez Hobbes que, en l'absence d'une autorité politique surplombante, si on considère l'état des hommes avant l'instauration contraignante de règles qui valent pour tous, des lois qui sont garanties par la justice et la police, eh bien,
avant l'État, pourrait-on dire, les hommes vivaient dans un état d'anarchie qui est caractérisé par la violence, la destructivité, etc. Et qui s'explique pour Hobbes par le fait que l'homme est animé par trois grandes passions. Mais qui sont pas, j'allais dire, qui sont des passions qui entraînent la violence, qui provoquent la violence, mais qui ne sont pas violentes en elles-mêmes ou par elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois grandes passions, ce qu'il appelle les trois passions naturelles de l'homme? Ce sont la cupidité, la vanité et la défiance. Voilà ce qui explique que, naturellement, l'homme est en état d'hostilité contre l'autre homme. La cupidité, c'est, si vous voulez, c'est la passion de vouloir s'emparer des biens d'autrui, la rage de voir l'autre propriétaire de richesses qu'on voudrait posséder soi-même, l'envie d'augmenter ses propres biens au détriment des autres. Voilà la passion des biens matériels, la cupidité, etc. Bon, première passion. Et qui entraîne la violence parce qu'en l'absence de loi, eh bien, on vole, on pille, on saccage, etc. Deuxième passion, c'est la défiance, la méfiance. La méfiance, c'est-à-dire que, a priori, on a peur que l'autre ne nous attaque et donc on va anticiper une attaque possible, une agression possible de l'autre en attaquant le premier. On prend les devants, si vous voulez. C'est-à-dire que l'autre pourrait nous agresser, donc on l'agresse d'abord afin de ne pas être surpris. Donc ça, ce serait la deuxième grande passion. La troisième grande passion naturelle pour Hobbes, c'est ce qu'il appelle la vanité ou le désir de gloire. C'est-à-dire, ça c'est un thème philosophique important parce que ça reviendra de manière très forte dans la philosophie de Hegel. C'est l'idée, si vous voulez, que quand on veut se montrer supérieur à l'autre, eh bien, il faut qu'on montre qu'on est supérieur à la mort et supérieur à la peur même de mourir. Donc, si vous voulez, on met en danger sa propre vie en attaquant l'autre, mais pour lui montrer qu'on est supérieur. D'accord ? C'est vraiment cette idée que le désir de gloire passe par la violence parce que je montre à l'autre que je n'ai pas peur de mourir. Bon, alors ça, c'est les trois grandes passions dont Hobbes dira qu'elles sont naturelles. Alors, dans la pensée politique française, vous allez avoir tout un débat parce que, un siècle après, Rousseau dira que ces passions ne sont pas du tout naturelles, qu'elles sont sociales, que Hobbes décrivait des hommes en état de société et pas des hommes sortis des mains de la nature. Enfin bon, tout un débat. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est que vous voyez que ces trois grandes passions, qui sont celles par lesquelles on n'a pas arrêté d'expliquer, j'allais dire, les guerres. Si vous prenez les grandes causes des guerres, jusqu'à Raymond Aron, par exemple, dans son livre sur la guerre entre les nations, Raymond Aron va reprendre ces passions en disant que les États rentrent en guerre pour acquérir des territoires ou des richesses naturelles d'États voisins, parce qu'ils sont dans des politiques de gloire, pour montrer qu'ils sont les plus brillants, les plus forts, ou alors par peur que l'autre État ne les attaque. C'est comme si on avait vraiment une espèce de trinité passionnelle qui pourrait expliquer toutes les guerres. En tout cas, dans ces passions violentes, vous voyez que la violence n'est jamais recherchée pour elle-même. On se sert de la violence, mais pour obtenir soit la sécurité, soit des biens matériels, soit la gloire, mais la violence n'est pas recherchée pour elle-même.
Et je crois que dans ce cadre-là, ce que disent les grands éthologues qui ont travaillé sur les comportements animaux, je pense à un livre fameux de Karl Lorenz sur l'agressivité, au fond c'est de la violence instrumentale aussi, c'est-à-dire qu'il montre que l'agressivité chez les grands mammifères et chez l'homme aussi, elle a une fonction, c'est-à-dire qu'elle sert précisément à la survie de l'espèce, à la défense du territoire, à l'établissement d'une hiérarchie, etc. Bon. Alors ça, c'est le premier registre. Il existe un deuxième registre qui est le registre que j'appellerais la violence intransitive, c'est-à-dire une violence qui n'a pas d'autre justification que son propre déploiement, si vous voulez, une violence qui trouve dans la destruction une source de satisfaction. D'accord ? Bon. Et là, vous avez une autre triade passionnelle, vous avez 3 grandes autres passions qui font partie de ce que j'appelle la violence intransitive. Ce sont la cruauté, la haine et la colère. Et ça a été repéré assez tôt. Vous avez des choses, par exemple, chez Aristote, dans la rhétorique. Depuis très longtemps, on a cette idée de ces 3 passions, qui sont très différentes. Qu'est-ce que c'est que la colère ? Dans la colère, vous avez l'idée d'une exaspération face à une réalité, qui peut être une réalité personnelle, une réalité politique, une réalité sociale, qui ne répond pas à vos attentes, qui est insupportable, dont vous pouvez même dénoncer l'injustice. Et, si vous voulez, la violence de la colère, elle suppose des indignations qui ont été très longtemps retenues, des rancœurs qui sont d'anciennes rancœurs, mais qui n'ont toujours pas été digérées, des ressentiments, et tout cela s'exprime dans l'intensité d'un instant. Si vous voulez, la colère, c'est... Sartre parlait de croyance magique, presque, à propos de la colère. C'est-à-dire, c'est vouloir annuler le temps. C'est l'illusion qu'on va pouvoir, dans l'espace d'un instant, renverser l'histoire, renverser le temps, etc. Et vous avez souvent, c'était noté par Aristote, une revendication de justice dans la colère. Dans la colère. Donc vous pouvez retrouver, par exemple, dans les violences révolutionnaires, etc. La haine, c'est un peu autre chose. Dans la haine, vous trouvez le désir de détruire l'autre, de l'éliminer, parce que l'existence même de l'autre représente pour vous un déni d'existence. C'est ça la haine. La haine, c'est considérer que la présence même de l'autre vous empêche d'exister. Vous empêche d'exister. C'est considérer, si vous voulez, que l'autre est une épine douloureuse plantée dans le cœur de votre vie. Et il faut vous en débarrasser. C'est très différent de la colère, la haine. Et vous avez une troisième passion qui est celle de ce qu'on appelle la cruauté. De manière plus scientifique, on parle de sadisme à partir seulement du XIXe siècle, puisqu'il fallait attendre Sade pour pouvoir parler de sadisme. Mais si vous voulez, c'est l'idée dans la cruauté d'un plaisir, d'une jouissance qui est prise à la souffrance de l'autre. Voilà, l'espèce de... Bon, c'est très compliqué, hein. Prendre plaisir à la souffrance de l'autre. Et c'est vrai que quand on prend, j'allais dire, cette violence intransitive, il existe dans la... je ne sais pas, dans l'histoire de la pensée, eh bien, ce moment où Freud va parler de ce qu'il appelle la pulsion de mort, hein, pour essayer de dire peut-être que cette puissance
cette passion destructrice est peut-être une passion d'autodestruction. D'accord. Alors là aussi, ça devient très compliqué. Mais si vous voulez, c'est l'idée peut-être que il y aurait au cœur du psychisme humain eh bien, une volonté d'autodestruction. En tout cas, avec ces deux grandes trinités passionnelles, vous avez un registre causal qui est relativement étendu, et j'allais dire que jusqu'au XXe siècle, les grandes explications philosophiques, socio-psychologiques de la violence vont toujours se référer à ces passions. Alors, parfois, on va insister plus sur la cruauté ou sur la haine, ou sur ça va dépendre, si vous voulez, des configurations, mais à chaque fois, si vous voulez, ça va être une de ces passions qui va être invoquée. Remarquez aussi que ces deux registres peuvent s'articuler les uns sur les autres. Je veux dire qu'on peut imaginer des décisions politiques par des dirigeants politiques ou des militaires d'entrer en guerre pour conquérir des territoires, pour rechercher une gloire militaire, pour défendre son intégrité territoriale, hein, donc premier registre, mais qui vont exciter au niveau des combattants, au niveau des soldats, qui vont exciter ces autres passions destructrices que vont être la cruauté, la haine ou la colère. On peut imaginer qu'on va se servir de l'exaspération face à l'injustice sociale des individus pour pouvoir les faire entrer en guerre contre un ennemi dont on va dire qu'il est la cause de tous leurs maux. Donc ces deux registres peuvent évidemment s'articuler. Alors ce que j'aimerais faire ici, c'est décaler un peu le regard et chercher ailleurs que dans ces passions hostiles et sombres de quoi éclairer l'histoire des violences humaines. Bon, dès qu'on essaye d'articuler le concept d'obéissance sur celui de violence, vous rencontrez la fameuse expérience de Stanley Milgram, que ce dernier a décrite dans un livre qui s'appelle « Soumission à l'autorité ». C'est une expérience qui a plus de 50 ans, mais qui n'a pas cessé de fasciner les philosophes et les psychologues. C'est une des plus connues de la psychologie sociale. Je vais vous la présenter brièvement, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, et je vous dirai, elle a été répétée ailleurs, et plus récemment en France d'ailleurs, sous une autre configuration. Bon. Alors, qui est Stanley Milgram ? Stanley Milgram, c'est un psychologue social de l'université de Yale qui a commencé à travailler sous la direction de Salomon Asch, qui est un autre psychologue célèbre. Et ce Salomon Asch avait réalisé des expériences au début des années 50 pour démontrer la pression du groupe social sur l'individu. Alors, c'était quoi cette expérience ? Il présentait des feuilles blanches avec des barres. Vous aviez une barre référence ici, et là, vous aviez 3 barres qui étaient de hauteurs différentes. Et il fallait simplement dire quelle est la barre, combien y a-t-il de barres qui sont plus hautes que la barre référence. Bon. Il faut juste avoir de bons yeux et savoir compter jusqu'à 3. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, il fait cette expérience et à un moment, alors il présente ça avec des étudiants, et il y a un groupe qui est formé par un individu naïf et tous les autres sont des comédiens, pourrait-on dire, qui vont devant une feuille où il y a une seule barre qui est plus haute que l'autre, dire 2.
Il y en a un qui dit 2, le deuxième dit 2, le troisième 2. Et quand arrive le sujet naïf, qui voit bien qu'il n'y a qu'une seule barre, le sujet hésite un peu et il dit 2. Je veux dire, il n'y a aucun enjeu. Il n'est pas menacé de mort s'il ne voit pas comme les autres, si vous voulez. Vous voyez, il n'y a pas d'enjeu, mais il y a quelque chose comme un danger terrible qui est de se retrouver seul dans un groupe et de ne pas voir la même chose. Bon. Alors, Stanley Milgram, qui connaissait ces expériences, va tenter d'analyser un autre conformisme, qui ne serait pas le conformisme horizontal, mais un conformisme vertical. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le conformisme social, le conformisme horizontal, c'est la tentation de se fondre dans une communauté. Je ne veux pas afficher ma singularité. Et je trouve dans l'anonymat un élément de sécurité. Être comme les autres. C'est une sacrée passion, ça aussi. Hein. La passion, il y a la passion d'être différent, mais il y a aussi la passion d'être comme les autres. Et Stanley Milgram, lui, il va vouloir interroger la capacité qu'on a de se conformer à des ordres qui proviennent d'une autorité supérieure, une autorité qui a les apparences de la légitimité. Donc ça va être le premier déplacement. Le deuxième déplacement, c'est que les ordres qu'on va lui donner vont consister à faire souffrir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, dans cette expérience, à lui envoyer des décharges électriques. Bon. Alors, pour ça, Stanley Milgram va imaginer un dispositif d'expérience qui est, j'allais dire, assez sophistiqué et presque diabolique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il fait passer une annonce de journal où il demande aux gens à qui voudra de bien vouloir participer à une expérience scientifique dans la fameuse université de Yale, qui est une expérience scientifique très sérieuse sur la mémoire. Bon. Et les gens sont rémunérés 4 $ par jour, hein, ce qui signifie un peu plus à l'époque que le salaire minimum. Voilà. Et ces expériences ont lieu dans un laboratoire de l'université de Yale. Quel est le but de ces expériences scientifiques ? C'est de comprendre l'importance de la punition dans l'apprentissage. Est-ce que vous apprenez mieux quand vous êtes davantage puni ? Est-ce que votre mémoire peut être excitée, développée par la punition ? Après tout, on peut se poser la question, Et quand l'individu arrive, je vais l'appeler l'individu ordinaire, on lui dit, eh bien voilà, des élèves vont apprendre des couples de mots et quand ils se tromperont, vous leur enverrez des décharges électriques. Simplement, plus ils se tromperont, plus vous allez augmenter les décharges électriques. Et l'individu a devant lui un tableau avec des interrupteurs qui vont de 15 volts, ça chatouille un peu, à 450 volts. Vous avez la mention choc très léger et tout au bout, vous avez la mention attention, danger. Et même le dernier interrupteur, 450 volts, vous avez 3X, très inquiétant. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on se dit, ça doit faire très mal, et peut-être même être mortel. Ah, bon. Voilà. Et quand l'individu arrive, on lui explique les conditions de l'expérience.
Alors, représentez-vous les choses. Vous avez un tableau avec des interrupteurs qui vont de 15 à 450 volts. De l'autre côté, vous avez un élève que vous avez rencontré. Parce qu'au départ, vous arrivez avec cet élève qui est présenté comme quelqu'un qui veut aussi participer à l'expérience. On fait un tirage au sort, truqué. Et à ce moment-là, il y en a qui disent moi je suis l'élève et l'autre c'est celui qui va aider l'expérimentateur. Bon. Parce que vous avez devant vous le tableau électrique et derrière, on est dans l'université de Yale, hein, c'est très impressionnant, et derrière vous avez un expérimentateur avec une blouse grise, hein, qui est là et qui regarde si vous faites bien votre travail. D'accord ? Et quand vous allez exprimer certaines hésitations, parce qu'à 250 volts, 300 volts, vous vous dites, ça doit faire mal. Surtout que vous pouvez penser qu'aussi bien vous pourriez être à sa place. Eh bien, derrière, l'expérimentateur a une série de phrases qu'il dit d'une voix très monotone. Et les deux dernières qui marchent à tous les coups, c'est quand il dit « l'expérience exige que vous continuiez ». Là, c'est une phrase magique. Et il y a une phrase encore plus magique, c'est au-dessus, qui consiste à dire « vous n'avez pas le choix ». L'expérience doit continuer. Et l'expérience, parce que si vous voulez, l'individu ordinaire demande quand même, vous êtes sûr, ça doit faire mal. L'expérimentateur dit oui, ça fait très mal, mais ça n'entraîne pas de lésions durables, aucun problème. Bon, de fait, vous l'avez compris, aucune décharge électrique n'est envoyée. Ce n'était pas de vraies séances de torture. Cela dit, il y a eu un choc quand même. Et le choc qu'a ressenti Milgram, ça a été les résultats de cette expérience. Le problème de Milgram, c'était premièrement de savoir combien de personnes allaient accepter cette expérience une fois qu'ils auraient compris qu'il s'agissait d'envoyer des chocs électriques à quelqu'un, un semblable, au nom du progrès scientifique. Ça, c'était sa première question. Deuxième question, combien de personnes seraient assez, le problème c'est le problème de l'adjectif, seraient assez cruelles ou obéissantes, je ne sais pas, pour aller jusqu'à 450 volts. Combien ? Bon. Première surprise, personne ne refuse de faire l'expérience. Et ça a été répété partout, personne, à partir du moment où c'est scientifique, on dit oui, ça doit être sérieux. Bon. Deuxième surprise, 65% vont jusqu'au choc maximal. Jusqu'au choc maximal. Alors, Milgram avait quand même demandé à des psychiatres et spécialistes de l'âme humaine, combien, selon vous, psychiatres, combien qui connaissaient l'âme humaine, pour vous, combien de personnes iraient jusqu'à 450 volts ? Les psychiatres les plus pessimistes avaient dit 2 sur 1000. Vous en trouvez 500 fois plus. 500 fois plus. Bon.
Alors, le problème, parce que cette expérience a été répétée pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de variantes. Elle a duré plus d'une année, c'est assez simple, elle a duré, on en reparlera, le temps du procès Eichmann, c'était au même moment. Au même moment. C'était au même moment. Bon. Le problème de Milgram, ça va être de se dire comment est-ce que je vais pouvoir faire baisser le taux d'obéissance. Quelles vont être les variantes dans lesquelles les personnes massivement vont refuser d'envoyer des décharges électriques. Bon. Alors, les premières variantes vont consister à rapprocher le sujet de la victime. Parce qu'au départ, il y avait une cloison. On entendait seulement des bruits sourds, des bruits de chaises, etc. Ensuite, on va demander à l'acteur de crier, de gémir, d'implorer. Ça n'a pas changé grand-chose. On va même les mettre dans la même pièce en demandant au sujet de rattacher l'électrode au poignet. Bon, ça ne fait pas baisser de manière massive l'obéissance. Voilà. Je reprends quand même la toute première expérience, parce qu'elle est intéressante. C'est là où on obtient le taux d'obéissance le plus fort. Vous avez un tableau électrique, une cloison, derrière il se passe quelque chose, vous ne savez pas trop quoi, mais vous êtes protégé. D'accord ? C'est-à-dire que on comprend que dans ce dispositif, ce qui permet la violence, c'est quand même l'éloignement de la victime et du bourreau. D'accord ? C'est-à-dire c'est très abstrait. Hein, c'est très abstrait. Et ça, vous avez un philosophe contemporain qui a été le premier mari de Hannah Arendt, qui s'appelle Günther Anders, et qui a réfléchi sur justement cette monstruosité de la technique. C'est-à-dire que la technique permet cette coupure entre le sujet et la victime. Il y a une espèce de disproportion, si vous voulez, entre une main qui légèrement et sans effort manipule des interrupteurs, clic, clac, et de l'autre côté, une réalité qui est atroce, mais qui n'est pas contemporaine strictement de celui qui l'a produit. D'accord ? Je pense que un des problèmes des guerres techniques aujourd'hui est par exemple de l'utilisation des drones, c'est cette disproportion aussi, si vous voulez, entre des ingénieurs américains qui sont à 20-30 000 kilomètres et qui, avec des écrans qui ressemblent à des jeux vidéo, activent des petites manettes et voient des cibles et, si vous voulez, visent et atteignent ces cibles. D'accord ? Alors ça, c'est un premier élément, ce dispositif technique et aussi la spécialisation des tâches, si vous voulez. C'est-à-dire que l'individu ordinaire, dans l'expérience de Milgram, il peut se laisser fasciner par ce petit segment d'action qu'on lui demande d'accomplir. Il a juste à écouter des réponses et à actionner des interrupteurs. C'est tout. C'est-à-dire qu'il peut s'imaginer lui-même comme une pièce interchangeable dans un dispositif qui a sa légitimité propre.
c'est ma main qui active, mais ça pourrait être n'importe quelle autre main. Et le secret de la phrase « l'expérience exige que vous continuiez », c'est que vous avez une entité abstraite qui dépasse l'individu, et l'individu ordinaire se sent, lui, illégitime par rapport à cette entité. On dit l'expérience, mais ça a pu être Dieu, ça a pu être la patrie, la race, l'histoire, ou les lois du marché, pour prendre des versions plus contemporaines. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut comprendre la force de ce levier de déresponsabilisation. Je peux le faire puisque, premièrement, ça n'est pas moi qui décide de le faire, et un autre l'aurait fait à ma place. D'accord ? C'est-à-dire la seule manière pour moi-même de ne pas passer pour un monstre à mes propres yeux, c'est précisément de considérer que ça n'est pas moi qui agis. Ou si vous voulez, pour prendre une distinction conceptuelle, je suis agent, mais je ne suis pas auteur. D'accord ? C'est seulement mon corps qui pousse l'interrupteur, mais ça n'est pas mon âme qui est en jeu. La séparation de l'âme et du corps, c'est pas seulement un problème métaphysique, c'est aussi un problème politique, si vous voulez. Donc, Milgram, qui est effaré par ces résultats, va essayer donc de faire baisser le taux d'obéissance. Comme je vous l'avais dit, d'abord, il fait crier, hurler, gémir l'élève qui exige qu'on le détache, qui demande à ce qu'on mette un terme à ses souffrances, qui prétexte même des problèmes cardiaques. Et même à un moment, il ne répond plus. Et l'expérimentateur dit, quand il y a silence, considérez que c'est comme une mauvaise réponse. À ce moment-là, on passe. Bon, rien n'y fait. Donc, alors, évidemment que tout ça a été filmé. Évidemment que le sujet, l'individu ordinaire, au moment où il en est à 300, 350 volts, il n'est pas très bien lui-même. Il est nerveux, il est anxieux, il transpire, il tremble, etc. Et il demande à l'expérimentateur de vérifier si l'autre est toujours vivant, s'il va bien. Il ne répond plus, qu'est-ce qui se passe ? Mais surtout, il s'assure auprès de l'expérimentateur qu'il ne pourra pas être tenu pour responsable de ce qui arrive. Et le taux, si vous voulez, quand vous rapprochez le sujet de la victime, le taux d'obéissance ne chute, il diminue bien sûr, mais il ne chute pas de manière significative. Ce qui veut dire quand même que la pression imposée par une autorité légitime est supérieure aux capacités d'empathie, de compassion, de pitié du sujet. Bon. Alors, quelles vont être les variantes de l'expérience dans lesquelles l'individu va désobéir et va dire et va cesser d'augmenter les voltages? D'abord, quand on lui laisse le libre choix de la sanction. C'est vous qui choisissez. Quand le sujet choisit lui-même,
Dans cette variante-là, je crois qu'il y a eu un seul individu qui est allé jusqu'au bout. Bon. Quand on donne les ordres par téléphone, l'individu triche. On ne le voit pas, donc il triche et au fond il reste à des taux de voltage très corrects. Surtout quand il est entouré d'une ou deux personnes qui disent « mais c'est scandaleux cette expérience, c'est monstrueux », là il se révolte. Mais si vous mettez 2 ou 3 personnes qui disent que c'est très bien, alors là, ça monte au-dessus des 65%. Bon. Alors, cette expérience très, très curieuse, très troublante, a été répétée en France il y a peu de temps, mais avec une transformation importante. Ça n'était plus une expérience scientifique, c'était un jeu télévisé. Un jeu télévisé, oui. Ce n'était pas un expérimentateur, j'allais dire très sérieux, très ennuyeux. C'était un animateur survolté, avec un public qui disait « Allez, allez !» Et alors là, on a fait exploser les records, on est à 80%. On est à 80%. Peut-être que l'autorité médiatique est supérieure à l'autorité scientifique aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon. Alors, il y a beaucoup de problèmes qui sont posés par cette expérience. Un premier problème, c'est quand même un problème déontologique. Je veux dire qu'on se sert quand même de gens, c'est compliqué, je trouve, quand même, non bon. Surtout que dans certaines variantes, on a fait faire cette expérience avec des enfants. Alors là, c'est... Bon, cela dit, le problème, c'est le problème de l'interprétation. Qu'est-ce qui autorise à infliger ces chocs électriques? La première solution, ça pourrait consister à dire, mais Milgram, avec son dispositif, offre un exutoire aux passions de destruction. C'est-à-dire, est-ce que Milgram ne donne pas aux pulsions sadiques de chacun la possibilité de s'exprimer? Ça pourrait être une solution. Le problème, c'est que quand le sujet est tout seul, il n'en profite pas, si vous voulez, pour envoyer les décharges maximales. Alors qu'il pourrait. Il pourrait. Bon. Le problème qui est posé par cette expérience, c'est de savoir, est-ce qu'il n'existe pas une forme particulière de monstruosité qui serait le syndrome de l'enfant sage qui obéit aveuglement aux ordres. Est-ce que l'homme peut se révéler plus dangereux par sa docilité que par sa cruauté? Alors ça, c'est un problème, si vous voulez, qui est très troublant. Et c'est vrai que ces expériences, je le répète, sont rigoureusement contemporaines du procès Eichmann. Au moment où Eichmann affrontait ses juges, dans un laboratoire de l'université de Yale, des Américains ordinaires acceptaient d'envoyer des décharges de 450 volts à des compatriotes sympathiques. Bon. Le problème, c'est de savoir, est-ce que l'expérience de Milgram est une illustration du concept de banalité du mal? Est-ce que c'est la même chose? C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué et je
pense au départ qu'il n'est pas possible de mettre strictement en continuité, si vous voulez, Eichmann et de modestes employés du New Haven qui venaient toucher $4 pour pouvoir faire une expérience scientifique. Eichmann était un authentique criminel. Et Hannah Arendt n'en a jamais douté. Bon. Simplement, ce que Arendt fait valoir, c'est que peut-être qu'une machine de mort comme la barbarie nazie a été beaucoup plus efficace et terrible en employant des fonctionnaires zélés plutôt que des sadiques cruels. C'est ça le problème, si vous voulez. Bon. C'est vrai que la question que pose cette expérience, c'est que, si vous voulez, à propos de sévices terribles, à la question « Pourquoi as-tu fait cela ?», il est peut-être plus glaçant et plus terrible de s'entendre répondre plutôt qu'un diabolique parce que j'y ai pris du plaisir. Bon, peut-être que c'est plus glaçant et plus terrible de s'entendre répondre parce qu'on m'a demandé de le faire. D'accord ? C'est-à-dire que ce qui se découvre ici, c'est, j'allais dire, une autre inhumanité. Non pas l'inhumanité du bestial, du cruel, du sadisme, mais l'inhumanité du machinique, de l'indifférence automatique. D'accord ? Bon. Alors on pourrait faire ici l'hypothèse de ce que j'appelle les deux modernités. Les deux modernités. La première modernité, c'est celle des Lumières. Hein, c'est, mettons, le grand XVIIIe siècle. C'est l'affirmation d'une raison universelle qui doit nous émanciper des obscurantismes, des préjugés, des instincts les plus vils, des pulsions animales, etc. Accéder à la raison, ça suppose un processus d'éducation qui passe par l'obéissance, oui. Et dans cette première modernité de la raison universelle, l'obéissance apparaît comme un processus d'humanisation. Pour devenir plus humain, nous devons obéir. D'accord ? Et désobéir, c'est manifester une part de sauvagerie inhumaine. Ça, c'est les grandes leçons de la première modernité. La deuxième modernité, qui est celle de la révolution industrielle, présente une autre figure de la raison. Voyez, non pas la raison comme exigence d'universel, non pas la raison comme valeur de justice et de tolérance, mais la rationalité froide des machines. C'est très rationnel, une machine. L'adaptation des moyens à des fins, le calcul, la recherche de l'efficacité maximale. Et ce que le XXe siècle découvre, j'allais dire comme fils terrible de cette rationalité, eh bien, ce sont justement des monstres d'obéissance. D'accord ? Ce sont des monstres d'obéissance. Et c'est par la désobéissance que l'humanité, à ce moment-là, se manifeste. Bon. Alors, je vais peut-être ici présenter des éléments de conclusion, oui. Oui, je continue un peu alors. Bon. Alors je parle
de première modernité, de deuxième modernité, mais au fond, ce problème du rapport de l'obéissance et de la violence, c'est un problème qui existe depuis très longtemps. Il y a une citation de Tacite que j'aime bien, une citation de Tacite qui a décrit, Tacite c'est l'historien romain qui a décrit dans ses annales les horreurs commises par les empereurs Néron, Tibère, etc. etc. Bon. Et Tacite écrit à propos d'un certain nombre d'ignominies perpétrées, il écrit cette phrase que je trouve très belle, très puissante et en même temps très angoissante. Tacite écrit « Certains l'ont voulu, un petit nombre l'a fait, tous l'ont laissé faire. » Certains l'ont voulu, un petit nombre l'a fait, tous l'ont laissé faire. Voyez, c'est-à-dire que ce que décrit ici Tacite, c'est cet engrenage infernal par lequel une poignée de dirigeants peu scrupuleux eh bien, trouvent des exécutants dociles et aveugles pour mettre en œuvre des politiques soit criminelles, soit plus simplement encore socialement injustes, dans l'indifférence générale. Dans l'indifférence générale. Bon. Alors, j'avais quand même invoqué dans mon titre « Éthique de l'obéissance ». Je veux dire, je ne suis pas en train de vous dire non plus qu'il faut faire de la désobéissance une vertu en soi. Je veux dire, la désobéissance systématique est aussi irresponsable que l'obéissance aveugle, si vous voulez. Le vrai problème, ça n'est pas l'opposition entre l'obéissance et la désobéissance. Le vrai problème, c'est l'opposition entre une obéissance active et une obéissance passive. Qu'est-ce que j'appelle l'obéissance active ici? C'est cette structure éthique que vous retrouvez par exemple dans les textes d'Aristote, dans les politiques d'Aristote, quand il définit ce qu'est un citoyen. Donc l'obéissance active, c'est cette structure éthique qui dit à peu près la chose suivante: n'oublie jamais que même quand tu obéis, c'est à toi-même que tu commandes d'obéir. Ça, c'est la définition grecque de ce qu'Aristote appelle l'obéissance politique. L'obéissance politique, c'est quand on se commande à soi-même d'obéir. Même quand on obéit, c'est quand même nous qui nous commandons à nous-mêmes d'obéir, c'est-à-dire que c'est un paradigme, si vous voulez, d'une obéissance volontaire, responsabilisante, qui affirme l'indissociabilité de l'auteur et de l'agent. Si effectivement, parce qu'à côté du citoyen, dit Aristote, il y a ceux qu'on appelle les esclaves. Et les esclaves, c'est ceux qui exécutent. Mais être un sujet politique, dit Aristote, c'est obéir parce qu'on a décidé d'obéir, ce qui veut dire qu'au fondement de l'obéissance, il y a toujours une décision d'obéir. Alors, si vous voulez, c'est ça la vraie différence. Ce n'est pas obéir, désobéir. C'est obéir passivement parce qu'on m'a donné des ordres et obéir parce que je me commande à moi-même d'obéir.
Et je crois que ce qu'ont essayé de décrire et de dénoncer peut-être Milgram et Arendt, c'est un problème politique très important, c'est ce découplage de la responsabilité et de l'obéissance. C'est-à-dire au cœur de la docilité administrative, au centre de la soumission machinique, il y a cet énoncé « Je ne suis pas responsable puisque je ne fais qu'obéir ». Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut dissocier l'obéissance et la responsabilité? Alors ça, je ne suis pas responsable puisque je ne fais qu'obéir, c'est ce qu'Arendt appelle la bêtise. Elle appelle ça la bêtise. Mais la bêtise, ce n'est pas le défaut d'intelligence, si vous voulez. Arendt n'a jamais dit que Eichmann était un stupide borné. Non. Simplement, c'est la bêtise, l'absence de pensée, c'est la capacité de pouvoir faire des choses, j'allais dire, sans y penser au sens où Eichmann calcule des quotas d'individus à faire entrer dans des wagons sans se dire qu'il s'agit d'individus innocents qu'on fait mourir dans des conditions atroces. D'accord ? C'est du calcul de quantité. La bêtise, c'est la capacité à pouvoir se réfugier derrière l'excuse de la soumission. Ça c'est... Voilà. Et la bêtise est coupable, dit Arendt. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de déresponsabiliser Eichmann. Non. Dire d'Eichmann qu'il est bête, chacun est responsable de cette bêtise-là politique. De cette bêtise-là, oui, chacun est responsable. Bon. Alors, si vous voulez, ce que j'appellerais responsabiliser le sujet politique, c'est peut-être simplement lui rappeler qu'il ne peut jamais se tenir lui-même quitte du système auquel il participe. D'accord ? On peut rappeler ici l'énorme provocation que constitue dans la pensée politique le texte de La Boétie. La Boétie, c'est celui qu'on a pu appeler le Rimbaud de la philosophie politique. Le Rimbaud de la philosophie politique. Un petit texte écrit à 16-18 ans, mort à 33 ans, seulement ce texte est une fulgurance. Bon. Et dans son texte, La Boétie opère ce qu'on pourrait appeler, je vais prendre des repères philosophiques, ce qu'on pourrait appeler une révolution copernicienne. Vous savez qu'on connaît la révolution copernicienne. Copernic, c'est celui qui démontre que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. Et Kant, dans sa critique de la raison pure, dit il y a une révolution semblable en épistémologie. Le point fixe, ça n'est pas l'objet de la connaissance qu'un sujet essaye d'analyser, mais le point fixe, c'est le sujet qui est armé de ce que Kant appelle les catégories, et autour du sujet se déploie le monde des phénomènes. Bon. Et La Boétie, il avait accompli en son temps une révolution copernicienne aussi. Et cette révolution copernicienne, c'est celle qui consistait à dire ce n'est peut-être pas le pouvoir qui crée de l'obéissance, mais l'obéissance qui engendre le pouvoir. Alors, ça c'est très inquiétant aussi. C'est très inquiétant. Et pour finir peut-être, parce que j'ai été quand même inquiété, frappé par le titre même du congrès, qui était passion violente.
Et c'est vrai que la question que je me pose aujourd'hui, je n'ai pas encore la réponse, c'est de me poser la question, mais cette obéissance-là, cette obéissance que j'ai décrite à partir de Milgram, à partir d'Arendt, justement comme une docilité complètement passive et automatique, est-ce qu'on ne va pas trop vite? Est-ce qu'il n'y aurait pas une passion d'obéir? On parle beaucoup de la passion de la domination et on ne cesse d'expliquer les horreurs de la politique par la soif de pouvoir, la passion de dominer, etc. Et je crois que, voilà, alors il y a des éléments pour penser ça, il y a des éléments, il y a des textes de Freud, par exemple, dans la psychologie des foules. Il y a des choses chez la Boétie aussi. Je voudrais essayer de comprendre s'il n'existe pas une passion d'obéir qui, quand elle est conjuguée à la peur de la responsabilité, eh bien, n'est pas apte à produire justement ce sujet que j'ai décrit. Voilà. Cela dit, je finis par parce qu'il est déjà... J'ai fini par les dernières phrases de ce que j'avais écrit. Voilà, peut-être qu'en vous parlant de l'obéissance, je décrivais une passion qui serait la passion d'obéir, qui nous rend peut-être moins directement auteurs des violences que complices. Et encore une fois, cette complicité, elle ne peut tenir qu'à partir d'une vision faussée de l'obéissance. C'est-à-dire cette vision qui nous entretient dans les complaisances du désengagement. De toute façon, j'obéis, donc. Complaisance du désengagement et délice de la soumission. L'éthique de l'obéissance, c'est celle, encore une fois, qui nous répéterait inlassablement: quand tu obéis à un autre, n'oublie jamais que, d'abord, avant tout, primordialement, c'est à toi-même que tu commandes d'obéir. Je crois qu'il n'existe pas d'autre définition et peut-être pas d'autre honneur non plus de ce qu'on appelle en Occident un sujet politique. Je vous remercie. Merci, muito obrigado.